Voilà, de retour donc pour cette deuxième partie, toujours avec Adrien Bauzy face au public, avec vos questions bien affûtées qu'on va sélectionner. Alors voilà, il y a une question, tiens, qu'on me dit, mais Maître Bauzy, quel scénario voyez-vous arriver pour les prochaines élections? Alors là, alors, je vais te dire... franchement, alors voilà, qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas, parce qu'en fait, vraiment, je pense que c'est très ouvert et que tout est possible. Je pense que Hollande, Sarkozy, Juppé, Marine Le Pen ont leur chance. En toute franchise. C'est vraiment très très ouvert. Et on voit bien quand même que les choses vont dans tous les sens. Les choses bougent beaucoup. On n'est vraiment pas dans un truc stable. On va dire déjà, bon, c'est ce qui fait peur, c'est Marine Le Pen. Oui, tout à fait. On dit Marine Le Pen, elle a presque un... Parce que tout le monde estime que ce sera celle qui recueillera peut-être le plus de voix au premier tour. Ça risque d'être alors ça, pour le coup, probable. ça me paraît très possible. Très possible. Hein. Franchement, très pour possible. moi, c'est pour le premier tour, c'est quasiment la favorite. Ouais, c'est la favorite. Et après, donc, on se retrouverait face, comme tu dis, là, par contre, c'est très ouvert. Là, donc là, est-ce que ce sera Hollande, est-ce que ce sera Juppé, est-ce que ce sera Sarkozy? Macron, tu crois, sa candidature non. Tu sais que Macron, je vais te dire... Enfin, je dis c'est artificiel, mais on voit bien qu'il qu'il se portera très... Ouais. C'est possible qu'il se déclare candidat, mais il la retirera. Comme Rocard l'avait fait, je crois, en 81. Ouais. Parce que tu sais que quand il a lancé son petit groupe là, En Marche, qui revendique 13 000 militants imaginaires, bien sûr, ils me prennent vraiment pour des cons, ces gens-là. Enfin, bon, c'est pas grave. Mais si tu veux, la salle était... Enfin, c'est Hollande qui avait demandé à ce que la salle soit remplie par des militants socialistes. Macron est une carte que Hollande a sortie pour ringardiser Valls et pour rendre impossible la candidature Valls. Ce qu'il faut savoir, c'est que Valls, en fait, avait voulu démissionner au mois de novembre. Mais arrivent les attentats. Et là, il ne pouvait plus démissionner, si tu veux. Mais en gros, le scénario que Valls voulait jouer, c'était... il démissionne un peu avant la présidence. J'ai tenté de réformer la France, mais je n'ai pas pu à cause de pesanteurs, blablabla. Et finalement, elle n'a pas pu jouer son numéro. Et là, effectivement, on voit que c'est compliqué maintenant pour Valls de se présenter. Oui, parce que maintenant, il est dans une séquence où il ne peut plus vraiment se présenter. Il est embarqué, j'ai envie de dire, avec Hollande dans la chute. Puis il y a Macron qu'on lui a foutu dans les pattes, entre guillemets. Ouais. Macron a servi surtout à cela. Vraiment à ringardiser Valls. Tu sais que Valls, c'était la gauche moderne en ceci que pro-patron... Enfin, patron, hein, pro-MEDEF. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Macron est arrivé sur ce segment-là aussi, quand on y pense. Y compris sa dernière sortie qu'on a vue, là, tu sais, sur le coup du fameux t-shirt. Ça fait plaisir aux gens du MEDEF. Tu sais, quand... non, pas du t-shirt, du costard. Ah, du costard, oui. Le meilleur moyen de payer un costard, c'est de bosser. Macron, il y a des régions entières de France où il n'y a plus de travail. Hein. Je te le dis au cas où tu n'es pas au courant. Hein. Ouais. Bon. C'est donc... ça, comme il est tombé devant D'ailleurs, la personne lui disait, mais moi, je bosse depuis que j'ai 15 ans. Bien sûr. Et Macron, je ne suis pas certain qu'il ait énormément travaillé dans sa vie. Hein. Bon. Je peux me tromper, mais voilà. En tout état de cause, quand tu as quelqu'un qui est dans la merde, tu lui parles pas comme ça. Point. Et il y a une sorte de mépris du peuple. Tu sais, je me rappelle, je discutais beaucoup, quand j'étais à la fac, avec mon professeur d'histoire du droit. À l'époque, je n'avais pas capté, mais il pense comme moi aujourd'hui, je pense. C'était un mec qui est sur ce logiciel-là. Et je me rappelle qu'une fois, après les cours, il m'a dit, mais vous savez... moi qui ai beaucoup étudié les documents sur l'Ancien Régime, il me dit, mais vous n'imaginez pas la politesse avec laquelle les agents royaux répondaient aux paysans, tu vois. Il dit, vous n'imaginez pas la politesse, enfin c'est... Et je pense toujours à ce contraste. Et voilà, donc tu vois le mépris de ces élites républicaines pour les manants. Et voilà, donc... Parce que Macron, bon, en plus, il s'est mangé des œufs récemment quand il a voulu se frotter au peuple, parce que c'est vrai que Macron... il sort quand même, j'ai envie de dire, un peu ex nihilo. Ça, tu peux le dire. Là, c'est vraiment, voilà... c'est une baudruche médiatique. Voilà, c'est une baudruche qu'on a montée du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, il a jamais été vu, hein, Macron. Non, il s'est jamais présenté dans une élection. Quelle idée vraiment révolutionnaire a-t-il lancé? Quelle est sa singularité idéologique par rapport à un Juppé, par rapport à un François Baroin, par rapport à un François Bayrou, par rapport à un Jean-Louis Borloo? Quelle est sa singularité? J'ai l'impression que dans le marketing, moi, il nous présente, comme tu dis, le concept dynamique, jeune, beau gosse, façon, j'arrive et puis j'ai des idées un peu modernes, je suis libéral. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment du toc. Le jour où les micros seront éteints, on n'entendra plus parler de lui. Et puis voilà. Lui, il s'en fout, il ira faire sa carrière dans le privé, il sera des millions, il sera ravi. Il retournera à la banque, c'est bien de la banque. Est-ce que la France, il s'en soucie vraiment? J'en suis pas tellement convaincu. Oui, voilà, parce qu'on nous présente,
c'est pareil, on nous dit des sondages Macron qui ferait des 38-40% d'opinion. Macron, mais... Moi, je pense pas que je connais... Enfin, je pense pas que... Dans ton entourage, peut-être... Voilà. Alors, mon entourage, il est peut-être pas représentatif. Mais, blague à part, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire du bien de Macron. Si, j'ai entendu quelqu'un dire du bien de Macron dans mon ancien cabinet, puisqu'en fait, Macron avait été prof dans une prépa qui était tenue par par un client de mon ancien cab. Mais à part ça, j'ai jamais entendu des gens dire du bien de lui, quoi. C'est tout. Il faut vraiment en plus le connaître personnellement. Alors, on me dit... ma question est simple. Pensez-vous que la destruction du corporatisme au moment de la Révolution française n'est-il pas le début de la contestation de la culture monarchico-chrétienne de la France ? Ça a commencé avant. Il dit que c'est vaste comme sujet, mais... Ouais. En fait, c'est très intéressant parce que ça, c'est un chapitre de mon prochain bouquin. J'explique comment est née cette anti-France républicaine. Les racines sont lointaines. Il faut aller les chercher dans l'humanisme. Les racines de l'humanisme, on les trouve dès le XIVe siècle. L'idée étant... Ah, tu remontes juste... Ah ouais. Oui, bien sûr. Source à la pluie, vraiment. Si tu veux, cette question est intéressante parce que c'est la cause première des choses, c'est l'altération du caractère chrétien de nos sociétés. Tu vois, c'est ça le fond du problème pour moi. Et la cause de cela, c'est ce que j'appelle l'anthropocentrisme. C'est-à-dire que nous étions dans des sociétés théocentrées et nous sommes aller de plus en plus vers des sociétés anthropocentrées, c'est-à-dire qui mettent l'homme au centre du monde, si tu veux, et non plus Dieu. Et ça, si tu veux, donc c'est un long processus qui a pris plusieurs siècles, qui s'étale du XIVe siècle jusqu'à la Révolution française. Et à ce moment-là, la Révolution française, tu sais, il faut vraiment lire Augustin Cochin et François Furet là-dessus. Il t'explique vraiment que... Je crois que c'est une formule de François Furet qui te dit que l'Ancien Régime n'était plus qu'un théâtre d'ombre. Et que quasiment plus personne n'y croyait, en gros. C'est un peu ça l'idée. Un peu comme en ce moment, j'ai envie de dire ça. Tout à fait. Mais tu sais qu'il y a une... Mais ça faut revoyer, ça veut dire quand même, ce régime, quelque part. Parce que s'il a pu tomber aussi facilement, entre guillemets, c'est qu'il était quand même assez vermoulu sur pas mal d'aspects aussi. Hein. Bien sûr que et sur quoi il s'est fourvoyé, justement, l'ancien régime, concrètement ? je pense que c'est un peu à cause de Louis XIV. Ah ouais, c'est-à-dire que Louis XIV a beaucoup apporté à la France, faut le reconnaître ça. Mais c'est pas le seul, je veux vraiment pas lui mettre... parce que Louis XV aussi... attends, on va faire les deux. Le problème de Louis XIV, c'est que Louis Berry en a un petit peu parlé quand il est passé chez toi. Il a un petit peu trop voulu mettre le roi à la place de Dieu. Tu vois, c'est ça l'idée. Et que il a accompagné, je dirais, une mauvaise évolution de la société. À l'instar d'un Louis XV qui a accompagné une mauvaise évolution de la société. Tu vois, c'est-à-dire concrètement, sous Louis XV, c'était les Lumières. Louis XV a fait un mal fou à la France. On pourrait évoquer toutes les casseroles sur la guerre de 7 ans, sur la guerre de succession d'Autriche, qu'on gagne et qu'il n'annexe pas la Belgique. Mais le plus grand mal qu'a fait Louis XV à la France, c'est de ne pas contrer, si tu veux, cette montée en puissance des Lumières. Donc, la faiblesse qu'a eu la monarchie, c'est de ne pas s'attaquer suffisamment à cet autre anthropocentrisme. Et c'était d'autant plus dur de le faire que cet anthropocentrisme prenait en premier lieu dans les élites. Oui, parce que visiblement, il n'y avait pas mal de gens qui étaient convaincus autour de ça. Et puis, tu vois, le paysan breton ou le paysan du Languedoc, tu lui parles d'anthropocentrisme, il ne sait pas ce que c'est. Lui, il avait sa vie il avait sa vie de paroisse. Voilà, c'est vraiment les élites qui ont été perverties par tout ça. Et alors, je te dis, cet anthropocentrisme, il a des sources lointaines. Et il est monté en puissance très progressivement au fil des siècles. Mais très concrètement, l'Ancien Régime est tombé parce que une partie suffisamment grande des élites françaises était pourrie. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que un pouvoir est l'émanation anthropologique d'une société. D'accord ? C'est-à-dire que Staline ne pouvait pas devenir chef d'une tribu d'Amazonie, si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il n'est pas du tout sur le même logiciel. Bon. Si demain Marine Le Pen est élue, avec 50,05% des voix, parce qu'une France Charlie a peur de l'islam, par exemple, moi je te dis que Marine Le Pen ne fera pas grand-chose au pouvoir. Parce qu'avec une France qui est anthropologiquement Charlie, il ne faut pas s'attendre à des grands bouleversements. Je ne sais pas si je suis clair. La morale de l'histoire, c'est quoi ? C'est que c'est de l'état de la société
dépend beaucoup de choses. C'est pourquoi, moi, quel que soit le président en 2017, je suis presque tenté de te dire, en fait, j'en ai rien à cirer. Voilà. Moi, ce qui compte, c'est comment faire pour que la société française redevienne plus saine. Et quand elle sera plus saine par en bas, on n'acceptera plus d'avoir des collabos en haut. Voilà. C'est mon point de vue. Hein. Alors... Mais pour ce qui est du changement, on peut dire que vraiment... Donc voilà, les rois n'ont pas vu peut-être venir effectivement le changement idéologique qui était en train de s'opérer, mais le système par lui-même, finalement, à part... Alors ça, c'est intéressant, évidemment, les Vendéens qui vont se révolter, mais finalement, les autres vont le jeter à la poubelle facilement. Tu sais que le peuple, il a l'instinct grégaire. Hein. Et puis, bon, après, il y a le manque de recul historique. Mais tu sais que moi, dans mon prochain bouquin, je peux te lire, allez, j'ai un sous-chapitre que j'appelle « Les Français sont responsables de leur malheur ». Et effectivement, il faut reprocher aux Français de ne pas avoir suffisamment soutenu le roi. Et quand on voit ce qu'il y a eu après, quand on voit ce capitalisme ultra sauvage, qui est un rétablissement de l'esclavage, en vérité, hein, au XIXe siècle. Et encore, l'esclavage, je pense, sous Rome, il valait mieux être esclave sous Rome que à mon avis, salarié en Europe au XIXe. Mais bon, ça c'est notre débat. Mais effectivement, donc, la casserole des rois de France, c'est de ne pas avoir été, je vais employer une formule, de ne pas avoir été suffisamment fidèle au baptême de Clovis. C'est tout le problème. Ouais, c'est ce qu'il disait, lui, mais visiblement, pour lui, les rois de France, ils étaient fourvoyés. Ah oui, non, mais... Ils sont responsables aussi. Ils sont Louis XVI s'est un peu redressé, si tu veux, in fine, ouais. Mais bien sûr qu'ils ont commis des erreurs. Bien sûr. Ce qui ne veut pas dire que le principe qu'ils incarnaient était mauvais. Mais à titre humain, ils ont commis des erreurs, si tu veux. Quand tu penses que Louis XIV était à deux doigts d'envahir les États pontificaux, tu te dis, attends, quand même, il y a peut-être d'autres priorités, Louis. Je veux dire, enfin bon. Et puis bon, la Régence aussi n'a pas fait beaucoup de bien. Hein. Pour ce qui est de la perversion des esprits, c'était pas terrible. Mais si tu veux, la société, en fait, les gens ont subi. Et n'oublie pas une chose, c'est qu'à l'époque, on est dans un monde où les gens vivent à la campagne. Donc il n'y a pas beaucoup moins d'interaction qu'aujourd'hui. Ce qui se passe en ville, les gens le subissent beaucoup plus qu'aujourd'hui. T'as pas les mêmes moyens de communication. Donc c'est beaucoup plus complexe. Mais donc l'erreur des rois de France, c'est de ne pas avoir été suffisamment fidèle au baptême de Clovis, et je poursuis. L'erreur du peuple français aujourd'hui, c'est la même erreur. C'est la même erreur. Et la France ne se redressera que quand elle redeviendra fidèle à cela. Et je te le dis, ça sera mécanique. Ça sera mécanique. De même que mécaniquement nous nous effondrons parce que nous nous en éloignons, eh bien ce sera mécanique que nous nous redressons parce que nous nous en rapprocherons. Voilà. Alors là, ça peut paraître peut-être un petit peu abstrait quand je dis des choses comme ça, mais tu verras que dans mon prochain bouquin, je m'en explique. Tu le développes. Ouais. On en reparlera, alors c'est sûr. Alors on me dit, Maître Abosi, concernant l'islam, connaissez-vous Majid Oukacha? Si oui, quelle est votre opinion sur son combat contre l'islamisation de la France? J'imagine que tu en as dû en entendre parler. Oui, j'ai vu les 3 vidéos de lui. Alors bon, sur le fond, je suis pas un méga spécialiste de ce qu'il dit, mais disons qu'il est très islamo-critique. Indépendamment de ce qu'on peut penser de ce qu'il dit, il faut reconnaître qu'il est courageux. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que je pense que... Il veut pas venir à Meta TV, visiblement. Mais libre à foi, libre à lui. Hein, on lui passe quand même le message, s'il veut venir. Mais il est quand même courageux parce que par les temps qui courent, on va être très clair. Oui, c'est clair. Parce que, bon, on nous disait que... il a des menaces, visiblement, c'est ce qu'il dit dans ses vidéos, quoi, mais bon. Ça me paraît... c'est un scénario... Le contraire aurait été étonnant. C'est un scénario qui me paraît... Parce que, tu sais, on entend beaucoup, on peut pas critiquer les juifs, en revanche, on peut critiquer les musulmans. Ah non, ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Bon, bref, je pense que Charles n'est pas du même point de vue. Bref. Bon, après, c'est un personnage que je connais pas très très bien. Alors, c'était quoi la question? Est-ce que tu le connais vraiment? Encore une fois, t'as pas lu son bouquin en plus? Non, moi je l'ai lu, hein, je peux te dire qu'il est intéressant, très intéressant. Je renvoie au terme d'islamisation. Je ne dis pas que ça ne recouvre aucune réalité, attention. Mais je ne pense pas qu'il est le meilleur terme pour décrire la défrancisation du territoire. Voilà. Et puis tu sais, avant de chialer sur l'islamisation, faut arrêter d'être pour la laïcité. Un laïc n'a pas à se plaindre de l'islamisation. D'accord? Parce que c'est son logiciel qui est responsable, si tu veux, du recul du catholicisme. Donc il n'a pas à s'en plaindre. Voilà. Parce qu'en fait, la laïcité, c'est quoi? C'est qu'elle laisse en fait le champ libre à la religion qui veut s'imposer en fait. C'est quoi? Parce que la laïcité au départ, moi il y a beaucoup de gens qui me disent ça a repoussé le catholicisme. Je vais te la résumer simplement. Comment Là, initialement, elle a été pensée en ceci.
le catholicisme était un principe d'organisation sociale, au-delà d'être une religion. C'est-à-dire qu'on organisait la société pour que les âmes aillent au ciel. La laïcité te dit, tu peux rester catholique, en revanche, ta religion n'est plus un principe d'organisation de la société, c'est une opinion individuelle. D'accord ? Donc en fait, c'est la relégation à la sphère privée. À la sphère privée. Mais... auquel les Français sont très attachés maintenant, ils ont été formatés. C'est un très gros problème, cher ami. Pour moi, c'est un très très gros problème. Mais là où je veux en venir, c'est que, par exemple, quand tu es catholique, tu ne dois pas tromper ta femme. Si la religion doit rester dans la sphère privée, ça veut dire que je peux tromper ma femme dans la sphère publique ? Enfin, tu vois, c'est la laïcité, quoi qu'on en dise, est une façon de, si tu veux, de limer les crocs des religions, si je puis l'exprimer ainsi. Puisque si tu limites son application à la sphère privée, bah, par définition, quand tu es dans un espace public, tu n'es plus soumis à ces dogmes-là. Mais tu remarqueras qu'il y a 2 poids 2 mesures dans la laïcité. Tu remarqueras que la République a tout fait pour mettre à l'amende l'Église catholique, mais qu'en revanche, elle a financé plein pot les mosquées. Oui, c'est vrai. Par exemple, comment on a fait pour financer les mosquées en France ? Il est interdit, l'État, ou toutes les personnes publiques morales, ont interdiction de financer les associations cultuelles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé des associations culturelles de financement de mosquées et on a financé des associations culturelles. Que ce soit par de l'argent saoudien, qatari, Maroc, Algérie, que sais-je encore, ou parfois de l'argent de l'argent public. Tout à fait, oui. On sait que souvent on ouvre justement une association culturelle avec une petite bibliothèque, un bar, etc. Et en fait, il y a une mosquée à côté, mais tout ça est financé dans le même ensemble. Donc, il y a quand même un 2 poids 2 mesures qui atteste de la volonté de la République de s'attaquer au catholicisme et de changer l'identité de la France. Tu vois ? C'est absolument évident. Mais encore une fois, j'en parle de tout ça dans mon bouquin, j'évoque cette fameuse citation de Boubaker, là, en gros, il faut 2000 mosquées de plus en France ou je sais pas quoi, pourquoi pas 20 000 de plus, tant qu'on y est, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est... bref. Mais c'est pas le fond du problème. C'est d'autant moins le fond du problème que si demain il y a une remigration, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, Il n'y a plus de problème. Oui, c'est vrai aussi. Non mais c'est tout, c'est... voilà. Alors, tiens, tu me permets de faire la transition, comme on dit. La remigration est-elle possible ? Bien sûr qu'elle est possible. Voilà, on me dit quel parti au pouvoir sera en capacité de l'appliquer. Qui serait concerné par cette remigration ? A priori, ça se fera pas sous la Ve République déjà. Et qui sera concerné par cette remigration ? Réponse, les non-assimilés. Et là, je te cite, je crois que c'est Simon de Montfort, Dieu reconnaîtra les siens. C'est-à-dire que concrètement, la question se posera pas, quoi. Et puis, moi, je te dis sincèrement, à partir du moment où tu remets un pouvoir véritablement français, d'un point de vue civilisationnel, d'un point de vue spirituel, la vie va devenir insupportable pour beaucoup de gens. Et à partir du moment aussi où tu couperas les allocs, là, il va y avoir de la sélection naturelle, très concrètement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils auront, qui auront plus les allocs, qui partiront. Mais est-ce que, par exemple, on ne peut pas imaginer que la France, tu vois, dans un plan de remigration, elle fasse ça de façon, on va dire, très pensée, en disant aux gens, en accord avec les pays d'accueil, tu vois, en passant des accords, en disant, on passe des accords avec les pays d'accueil, peut-être même des infrastructures à construire sur place pour accueillir les nouvelles personnes, etc. Enfin, tu vois, quelque chose, une vraie politique. Et puis, on va parler sans langue de bois, c'est que les pays d'origine de ces gens-là sont en manque de cadres. D'accord ? Ils sont en manque de cadre. Il y a un déficit de cadre. Ils sont d'autant plus en déficit de cadre que quand il y a des cadres, ils se barrent. Ils se barrent. Tout à fait, bien sûr, c'est vrai. Mais même indépendamment de ce problème-là, ça manque de cadre d'un point de vue numéraire, si tu veux. D'un point de vue numérique, pardon. Donc, ces pays-là ont tout intérêt à ce que les mecs reviennent. Et je précise qu'il y a un pognon fou à se faire en Afrique. L'Afrique, c'est le moteur de la croissance de demain. Il y a toutes les ressources naturelles... toute l'agriculture est à refaire. D'ailleurs, petit indicateur qu'on oublie souvent sur l'Afrique est toujours en croissance. Tout à fait. Mais pourquoi l'Afrique va mal ? Parce que la croissance démographique est plus grande que la croissance économique. Par exemple, si tu fais 4% de croissance par an, ce qui est énorme, mais que tu as 5% de croissance, le gâteau, certes, il est plus gros, et qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont besoin de prendre une part. Voilà. Et en fait, ce qui a tué l'Afrique, ce qui a fait beaucoup de mal à l'Afrique depuis 50 ans, c'est l'explosion démographique, qui a été beaucoup trop grande. Petite parenthèse, ça a pété en 1789 aussi, pour des raisons démographiques. C'est parce qu'il y avait une surdémographie de la France par rapport à la capacité agricole de la France, qu'il y avait de la misère. Parce qu'en fait, la France est un pays très riche, dans l'absolu. Et beaucoup de pays africains
sont de plus en plus riches. Il faut le savoir, ça, quand même. Oui, bien sûr. Et en Afrique, il y a des potentiels de croissance, mais absolument gigantesques. Tout est à faire en Afrique. Toutes les infrastructures sont à faire. Les exploitations naturelles, les exploitations de ressources naturelles, je ne dis pas qu'elles sont pas faites, bien sûr qu'elles sont faites en partie, mais on peut en faire encore beaucoup plus. Il y a encore beaucoup de marge. Il y a plein de zones qui n'ont pas été encore totalement explorées. Enfin, vraiment, il y a un potentiel gigantesque. Tout le monde va en Afrique. Les Chinois vont en Afrique, les Indiens vont en Afrique, les Canadiens vont en Afrique, les Australiens vont en Afrique, les Israéliens vont en Afrique. Oui. Tout le monde y va. Tout le monde va en Afrique en ce moment. Il y a que les Français qui se barrent. Parce que, attends, on est quand même des salauds. Tu te rends compte qu'on a colonisé quand même. Franchement, on est vraiment des fachos. Tu te rends compte. Non, on va quand même laisser les marchés aux Américains. On sera moins fachos comme ça. On sera beaucoup moins fachos. Et de toi à moi, parce que je connais un petit peu ces domaines-là, quand les Chinois viennent pour remplacer les Français, ils disent oui, on va s'occuper d'exploiter ceci, on va s'occuper de tel marché public qui viennent et qui te polluent l'eau et qui te détruisent tout, etc. Ils disent peut-être que finalement les Français ils disent pas si salauds. Mais les Chinois ont... J'ai vu aussi que les Chinois, par exemple, n'embauchent pas de main-d'œuvre locale, contrairement à ce qu'on croit, alors que les entreprises françaises, elles... Par exemple en Algérie, tu vois, en Algérie... Il faut venir tous les ouvriers de Chine. Voilà. Mais si tu veux, pourquoi les Chinois ont chopé beaucoup de marchés ? Parce que concrètement, tu prends dans le cas français, on disait aux Africains, écoutez, nous, on fait un deal avec vous, par contre, il faut que vous avanciez tant. Alors que eux, les Chinois arrivaient, ils disaient, nous, on vous amène tout, vous avez besoin d'un prêt, on vous arrange le coup. C'est comme ça qu'on s'est fait sucrer tous les marchés. Un grand nombre de choses. Après, il y a le fait que Chirac, pour se faire pardonner certaines choses en Irak, a lâché beaucoup aussi aux Américains. J'ai pas creusé ce dossier-là, ça fait longtemps. Mais est-ce s'il n'y a pas un nouveau rapport, parce que moi je disais aussi des nouveaux présidents comme au Bénin, etc., qui commencent en fait aussi à se rebeller de cette France-Afrique, c'est-à-dire ce rapport particulier quand même de la France et de l'Afrique, qui n'est pas le même rapport qu'avec les autres pays, il faut bien le dire, qui est très très particulier. Après je vais te dire, moi je ne connais pas l'Africain de base, quel est son... ou même des élites, quel est son rapport à la France ? Est-ce qu'il a de la rancœur ? Est-ce qu'il a de la reconnaissance ? Est-ce qu'il s'en fout ? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que les Africains, en tout cas, ils n'ont pas de particulièrement, je ne sens pas de rancœur particulière, en tout cas. Mais en tout cas, je sens qu'ils demandent de plus en plus, en tout cas, un rapport d'égalitaire avec la France. C'est-à-dire un rapport plus... Sincèrement, voilà. Si je m'en fie à ce que je connais un peu, tu vois, tu prends le cas que tu connais du Gabon. Oui. Moi, j'ai l'impression que là, le rapport est inversé. Excuse-moi, mais là, parce que Bongo... je crois que depuis les années 90, il a dit si vous n'êtes pas content, moi je fais venir les Américains, les mecs. Oui, mettez la pression, effectivement. Et puis tu vois, quand Valls a fait le mariole chez Ruquier. Oui. Avec le Gabon. Le Gabon a tapé du poing, et puis voilà. C'est vrai. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Donc, après, ça dépend des pays. Je pense que des pays qui sont beaucoup plus sous la dépendance de la France. Tu vois, je pense à la Centrafrique, je pense au Mali. Mais ça, c'est vraiment pour des raisons profondes d'infrastructure. Parce que l'Afrique n'est pas uniforme, c'était pas un bloc monolithique. Tu vois, tu prends le Sénégal, la situation du Sénégal n'a rien à voir avec la situation du Mali ou du Tchad. Mais on a quand même, on voit quand même la France, il y a un lien, puisque on sait que demain, chose quand même assez incroyable, mais il y aura plus évidemment de gens qui parlent français, c'est déjà le cas en Afrique qu'en France. Et il y a un potentiel quand même pour la France énorme que toute cette masse de gens qui parlent français, c'est quand même incroyable. Je vais te le dire de façon très cynique, c'est que je vais parler sans langue de bois, il y a un pognon absolument monstrueux à se faire. D'ailleurs, il y a des fortunes françaises qui se font que sur le business africain. Bien sûr, oui. Monsieur Bolloré, bien sûr. Bolloré, lui, il a tout donc, effectivement, la France a tout intérêt à avoir un maximum de liens économiques avec ces pays-là. Et plus, de toute façon, ces pays-là seront en bonne santé, moins leur population va se barrer. Ah oui, et tu vois, on parlait du Gabon, il n'y a pas beaucoup de Gabonais. Parce qu'il y a un bon niveau de vie. Tout comme on appelle la Suisse de l'Afrique. Oui, tout à fait. Comme il n'y avait pas de Libyens non plus en Europe, aujourd'hui, ils sont... parce que les Libyens, ils avaient un bon niveau de vie, ils n'avaient pas besoin d'émigrer. En vérité aussi, il faut bien le dire, l'immigration est aussi un phénomène qui est lié aussi aux conditions... Bien sûr. Si on a une autre relation avec les pays et qu'on stabilise une situation économique sur place,
quoi qu'il arrive, ça endiguera les flux migratoires. Donc tu vois, je reprends la question de base. La remigration, pour moi, sera un phénomène naturel, le mot est trop fort. Mais ça paraîtra logique à tout le monde, je pense. De toute façon, quand on va arriver à certains degrés de non-vivre ensemble, contrairement à ce que nous disent nos médias, on va se dire, bon, on fait quoi là bon. Après, historiquement, il y a eu de la remigration violente. Je pense aux Allemands des Sudètes. Je pense aux Pieds Noirs. Oui. Mais je pense pas qu'on... Sincèrement, après, tu sais, l'histoire, c'est tellement des milliers d'hypothèses possibles et réalisables qu'on verra comment ça se passe. Mais le français n'est pas violent, tu vois. C'est quand même un peuple relativement... Enfin, l'anthropologie française est globalement apaisée, elle n'aime pas la violence gratuite. Bien sûr. Il paraît qu'on est des théoriciens sur les étrangers. On théorise beaucoup en France pour eux. C'est pas impossible. Mais moi, à titre personnel, je déteste la violence gratuite. Je l'ai beaucoup vu et j'ai toujours trouvé ça très laid. Tu vois, un mec qui met un coup de poing à quelqu'un, je trouve ça moche. Ouais. Je trouve ça reste... Enfin, voilà, ça n'engage que moi. Hein, mais, moi, je pense qu'il y a une remigration des non-assimilés. Et là, je vais être très, très franc avec toi. Si les gens ne comprennent pas ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas confrontés. J'ai inventé une formule, c'est qu'ils sont des bourgeois blancs vivant entre bourgeois blancs. Quand tu es confronté à la réalité multiculturelle, tu comprends tout de suite le type d'individu que je vise, le type de mœurs que je vise, etc. Il n'y a pas vraiment de débat, en fait, si tu veux. Et encore une fois, je te dis, hein, tu fais une politique de réaffirmation culturelle française, tu coupes les allocs, franchement, tu as fait les 3/4 du boulot. Hein. J'en suis intimement convaincu. Et puis tu vois, regarde, à chaque fois que pendant la Coupe du Monde, un pays africain ou du Maghreb joue, tu as tous les drapeaux qui sont sortis. Oui. Au bout d'un moment, il faut être cohérent. Il faut être cohérent, tu vois. Parce que, tu vois, nos chers, certains trolls n'arrêtent pas de parler de la double allégeance, tu sais, franco-israélienne. Oui. Je dis, les mecs, c'est vrai que ça peut exister, hein, mais quand on voit des Algériens qui sortent en masse en soir de Coupe du Monde, 2010-2014 avec les drapeaux, là, vous ne parlez pas de double allégeance. Hein. Effectivement, là, on n'en voit qu'une allégeance à ce moment-là. Et tu sais qu'interrogé par Bourdin, Philippe Petit, ministre de la Culture, on lui demande qu'est-ce que vous pensez des drapeaux comme ça sur les Champs-Élysées, algériens en masse. Et elle dit, ah mais vous savez, il y a beaucoup de liens entre la France et l'Algérie, on a tous en nous un peu d'Algérie. Tu vois. D'accord. Le scoop. Et elle me dit, vous connaissez Albert Camus. D'accord, ok. Enfin, tu vois, ah ouais, quoi. Et vous en êtes là, les mecs, quoi. Vous en êtes là. On a tous de l'Algérien. Vous pouvez le trouver sur YouTube très facilement. Ouais. Oui, mais je crois que je connaissais ce truc. Non, mais ça, c'est le punchline de l'année, ça. Alors, on me dit, monsieur Abosi, en tant qu'avocat, pensez-vous que la condamnation de la prison ferme à Boris Lelay, et que pensez-vous de la justice en train de durcir pour les opinions dissidentes sur Internet? Alors, très intéressant cette question. Je trouve que la condamnation de Boris Lelay à du ferme est absolument scandaleux. Absolument scandaleux. Parce que c'est très simple. Il y a des racailles qui passent des dizaines de fois devant un juge et qui ne prennent pas de ferme. À partir du moment où tu ne prends pas de ferme, alors que tu as volé, que tu as agressé, que tu as traumatisé, parfois même que tu as fait une infraction sexuelle, il n'est pas normal que pour un délit d'opinion, tu prennes du ferme. Ça vaut pour Vincent Renoir aussi. Quoi qu'on pense de la loi Guesso, je trouve révoltant que pour un délit d'opinion, moi je suis pour l'abolition des lois mémorielles, et je pense qu'elle crée plus de tension qu'autre chose, de toi à moi. Mais il est scandaleux qu'on est dans un contexte où on a quand même des centaines de milliers de personnes qui passent devant un juge sans rien avoir, où on a eu des petits rappels à la loi bidon, alors qu'ils ont commis de fait vraiment un dommage véritable à la société. Hein, et des gens qui prennent du ferme pour délit d'opinion, mais il y a un 2 poids 2 mesures, c'est même plus un 2 poids 2 mesures là, enfin, c'est totalement délirant. C'est absolument scandaleux. 2 ans de prison ferme. 2 ans de prison ferme. Alors, et je pose une question simple. À qui a-t-il fait du mal? Je n'ai jamais eu l'occasion, tu sais, moi je ne fais pas de pénal. Mais si je devais plaider au pénal, je dirais, Madame la Présidente, vous dites que mon client a incité à la haine raciale. Une infraction pénale doit être constituée. C'est-à-dire que les divers éléments de l'infraction pénale, pour qui infraction pénale doit être constituée. Madame la Présidente, dites-moi les noms des personnes qui ont été incitées à la haine raciale. Qui a été incité objectivement à la haine raciale après avoir vu les vidéos de Boris Lelay ou de tel ou tel? Comment le savez-vous? Sur quoi vous basez-vous?
Est-ce que vous avez vu des témoins? Oui, effectivement, je me suis... D'ailleurs, la haine raciale, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Voilà, donc c'est... je vais te dire. Nous ne vivons pas dans une société dictatoriale. Nous ne vivons pas dans une société liberticide. En revanche, nous vivons dans une société totalitaire. Pourquoi? Parce que nous sommes sommés de nous soumettre à une idéologie dominante. Et si nous nous éloignons trop de cette idéologie dominante, eh ben, on se prend des coups. C'est Orwell, là, de toute façon. Exactement. Alors, ceci étant, on connaît cette situation. On sait que c'est comme ça. Donc, il faut faire très attention. Il y a d'autres personnes, je ne cite pas de nom pour ne vexer personne, mais qui savent qu'en prononçant telle phrase, en faisant tel type d'action, ça tire les ennuis. Ils le savent très bien. Et ils en vivent. Et voilà. Donc, voilà, c'est que des fois on me dit, ouais, je ne trouvais pas que c'est scandaleux ce qu'il avait un tel, je dis, il est peut-être un peu cherché aussi, lui. Hein. Ou alors il est vraiment con. Hein. Voilà. Mais en l'occurrence, pour l'affaire Boris Lelay, alors je ne sais pas précisément pourquoi il a été condamné, hein, j'ai pas lu le jugement. Oui, c'est un peu biscornu, parce qu'il avait dit quelque chose, puis je crois qu'il y avait une juge noire, et que c'était un truc sur les noirs, un propos sur les noirs, et il a été condamné parce qu'il a fait un commentaire sur le fait que c'était une juge noire. Enfin, c'est quelque chose, je crois. Je sais pas, sincèrement, il faut vraiment que je lise le jugement. Mais en tout cas, sur le principe d'être condamné à 2 ans de ferme pour délit d'opinion, mais c'est révoltant. Mais même, je vais te dire, même 1 mois, ça aurait été révoltant. Même 2 semaines. Parce que comme tu dis, de poids, de mesure, c'est vrai qu'il y a des gens... Bon, même là, il y avait une histoire qui a un peu défrayé la chronique avec la voiture de police brûlée, où les auteurs, ils ont été relâchés au bout de 2 jours de garde à vue. Tu te rends compte c'était un peu gros, moi j'ai trouvé ça... Quoi qu'on pense de la police, c'est une offense à l'État, quand même, hein, de s'attaquer comme ça. Et ça veut dire que, donc, on vous attaque comme ça officiellement, à la vue de tout le monde, terrible. Il n'y a rien derrière. Très sincèrement, il faut dire la réalité. Dans d'autres pays, je crois que si des policiers, on arrive comme ça, des gens qui arrivent, qui défoncent la voiture, ne serait-ce qu'aux États-Unis, ils sortent et je suis sûr qu'ils ont le droit de shooter et qu'ils ne sont pas inquiétés. Et qu'il y aura, au contraire, qu'on va même leur donner une médaille à la fin, je crois. Grosse dédicace à la police américaine. Moi, j'adore les flics américains, ils me font rêver. Hein. Moi, je veux les mêmes en France, hein, je te le dis franchement. Tu sais qu'ils sont élus là-bas, les shérifs. Hein. Oui, ils sont élus, les shérifs. Oui. Ça change beaucoup de choses aussi. Ils sont élus, oui. Et en France, bon, ça c'est un... Tu sais que la police est complexée aussi, des fois, j'ai l'impression. Parce que tu sais, c'est vrai qu'il y a ce conditionnement anti-flic. Bon, que moi je trouve totalement débile. Hein. Tu sais, la police c'est comme le bon Dieu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'insultent ou qui l'ignorent, mais quand on a besoin d'elle, en revanche, on est bien content de la trouver, c'est vrai. Y compris les antifas d'ailleurs, hein, qui sont les premiers à les porter plainte quand ils sont pas contents. Quand ils sont pas contents. Voilà, donc bon. Mais ceci étant, effectivement, bon. Parce que c'est des images, quand même, rarement, on voit très peu d'images violentes comme ça. Enfin, voiture de police qui voilà, brûlée, puis agressée, parce qu'on voit les manifestants, et puis cette machin, haine des mecs. Puis voilà, le gars, il sort, il se prend des coups de matraque, enfin, le flic... Je crois que dans un autre pays, le mec, il aurait sorti son arme et que ça aurait été terminé. Non, mais ça serait allongé direct. Hein, ou moins, il aurait tiré en l'air, ou je sais pas, enfin, il serait passé quelque chose. La patience du flic qui sort. Oui, il se prend des coups et tout. Parce que moi, le mec, je lui prends son truc. Tu vois, il est d'un flegme, je crois qu'il méritait, il a une médaille, mais je crois qu'il a mérité, parce qu'il se prend les coups comme ça et tout. Bon. Mais normalement, c'est coup de boule direct. Hein, je pense que prudence serait plutôt énervé quand même. Et puis t'as vu l'identité présumée en plus du bonhomme, hein. Oui. C'est du lourd ça, hein. Oui, alors ça, j'ai pas compris, il y a un Américain impliqué dans l'histoire. Ah non, ça je sais pas ça. Ah mais je t'assure, il y a un Américain en bout de 27 ans qui est aussi... alors là tu me l'apprends, je savais pas. Qui est impliqué dans le truc, ouais. Bah c'est curieux ça, dis donc. Moi aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un Américain lui va foutre à Paris pour brûler des voitures de police. Il trouvait ça folklorique sans doute. Ouais. Mais tu vois, pour revenir à la condamnation de Boris Lelay, ou même d'Harry Noir, quoi qu'on pense d'eux, qu'un délit d'opinion entraîne de la prison ferme, je trouve ça inquiétant. Parce que aujourd'hui c'est eux, mais demain ça peut être nous pour tout et n'importe quoi. Faut bien le comprendre ça. Parce que, de toute façon, dans ce monde, comme tu dis, cette espèce de vision totalitaire, elle s'abat sur tout le monde. Et sur Internet, on a l'impression qu'ils ont envie de... Voilà, Boris Lelay, c'est un peu un exemple, pour faire taire un peu toute cette vague qu'on appelle Natio, etc. Tous ces gens-là, on veut les faire taire, quoi. Hein. Comme on veut faire taire Renoir, on veut faire taire Forisson, enfin, on veut faire taire cette vague-là. Je le dis d'ailleurs parce qu'il y a quelqu'un qui a vu une vidéo de Renoir, m'a dit aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de problèmes, de Forisson, pardon. Voilà, la vidéo de... Ceci étant, tu vois, si tu prends Renoir et Forisson, j'aurais dire les mecs, vous savez quand même qu'il y a la loi Guesso. Donc à partir de là, quelles que soient vos opinions, vous devez
prendre acte de l'existence de cette loi et faire attention à vos propos. Au bout d'un moment, quand tu violes volontairement la loi Guesso, faut pas t'étonner. Ils deviennent méchants. Non, mais il faut pas t'étonner de recevoir des coups. Ils aiment pas. Alors, justement, une question me dit... ma question aujourd'hui, en France, nous avons de nombreux Syriens en transit. Je vous parle d'expérience, puisque je suis confronté en tant que sapeur-pompier, bien que je suis proche des idées de Monsieur Abozi, et également catholique. La France n'a-t-elle pas un devoir d'assurer la sécurité de tous, Français et Syriens, et à défaut de les autoriser à rester en France dans un avenir proche, assurer leur subsistance immédiate? Serait-nous favorable à l'établissement de camps de concentration, entre guillemets, où nous pourrions comptabiliser, nourrir, instruire, soigner ces nouveaux... Non. La meilleure chose qu'on peut faire pour eux, c'est l'envoyer dans leur pays. Ben non, parce que lui, il te dit, c'est du catholicisme aussi, la charité. Elle est où, la charité catholique? Non, c'est pas de la charité. La charité chrétienne? Non. Ce n'est pas de la charité. Ça, c'est un désordre dans la charité, et le désordre dans la charité est un péché. La charité, c'est de commencer par aimer son prochain. Le Syrien n'est pas mon prochain. Mon prochain, c'est d'abord ma famille, mon peuple, etc. Après, au bout de la chaîne, oui, effectivement. Mais si tu veux, moi, je suis insupporté par ces catholiques de gauche. Je dis pas que monsieur est catholique de gauche, je ne le connais pas, je ne le juge pas. Qui sont prêts à accueillir des Syriens. Écoute, je vais te la faire autrement. Moi, je prends la ligne 13, d'accord, tous les jours. Une rame de métro sur deux, il y a quelqu'un qui fait la manche. Je ne caricature pas. C'est vrai. Sur la ligne 13, c'est systématique. C'est systématique. Je vois pas les gens se précipiter pour aider ces gens-là. Et qui sont d'ailleurs des Français de souche, généralement. Il y a très peu de gens de la diversité. Et très peu de femmes aussi, d'ailleurs. C'est souvent des hommes. Donc voilà, quoi. On est dans un pays... la population française, de ce point de vue, est très tartuffe. Donc voilà, moi, ce que j'aurais fait, je suis au pouvoir, qu'est-ce que je fais avec les réfugiés syriens? C'est dehors. Déjà, à la base, ils mettent même pas les pieds en France. Ils n'ont pas à être ici. Ils n'ont pas à être ici. Même on organise, parce que, aussi, l'Union Européenne, parce que, je sais pas si tu as vu ce reportage de TV Liberté là-dessus, qui est quand même édifiant, où on voit que les pays de l'Union Européenne financent ça, c'est leur arrivée, parce qu'en fait, les mecs, faut pas les imaginer traversant l'Europe à pied, pas du tout, c'est parce qu'on se dit, comment ils arrivent? C'est vrai, ces millions de... en fait, ils arrivent en train, et tout est organisé depuis la Grèce, ça traverse les Balkans, etc. C'est un travail de... Et il y a des gens qui payent pour ça, parce qu'il y a des camps installés et tout, il y a toute une organisation avec les États, donc il y a bien une volonté quand même de faire venir tout ça. Bien évidemment qu'il y a une volonté. Et puis, comme je l'avais dit lors de mon dernier passage, c'est Syriens qui quand même... la guerre en Syrie, elle y est depuis 5 ans. Et c'est uniquement maintenant qu'ils rappliquent. Bizarre cette affaire quand même. Bizarre, Surtout les Irakiens, alors là encore pire, les mecs, ça fait 20 ans qu'ils sont en guerre. Donc voilà, c'est... Non, je vais dire une chose. Alors, si tu es face à une situation où tu as quelqu'un qui est dans une situation de détresse, bien sûr qu'il faut l'aider. Bien entendu. Ceci étant, il ne faut pas avoir une approche individualiste des problèmes politiques. Il faut avoir une vision collective. Et ce qui est bon pour ma collectivité n'est pas forcément bon pour l'individu syrien. Et même s'il y a quelque chose de mauvais à faire pour cet individu à titre personnel, si c'est bon pour ma collectivité, je le fais. Et toi, t'es que si, quand même. Et je peux permettre de terminer. C'est ce que Maurras te disait sur l'affaire Dreyfus. Dreyfus te disait, il est peut-être innocent, Dreyfus, mais c'est pas le problème. À partir du moment où il était condamné, si tu veux, l'image de l'armée doit être préservée pour la société. Tu vois l'idée? Et donc, qu'il soit, même s'il était innocent, il faudrait le laisser dans son mind pour préserver l'intérêt de la communauté. L'intérêt de la communauté. Voilà. Ouais. Et ça, c'est vrai que les esprits sont pollués par l'individualisme. Et les gens raisonnent et réfléchissent avec un logiciel individualiste. Et du coup, ils n'ont pas une bonne approche des problèmes, car les problèmes politiques ne se posent pas à l'échelle individuelle, ils se posent à l'échelle de la communauté, si tu veux. Et ça, c'est un très vaste sujet. C'est un très très vaste sujet. Non, c'est intéressant parce que aussi, parce que là, clairement, pour parler des Syriens, la France, là, pour le coup, on est particulièrement impliqué dans ce qui se passe là-bas. À qui dis-tu? Voilà. Donc, c'est un peu ça, parce que tu sais, les partisans, en fait, de cette immigration, les pro-migrants, entre guillemets, oui. Ils te ressortent constamment cet agrément en disant « Mais attendez, c'est vous qui foutez le bordel là-bas, c'est pour ça qu'ils sont ici. » Je vais te dire, ça c'est surtout dans les nouvelles publiques, qu'on entend. Dans les médias, on parle pas beaucoup d'implication de la France en Syrie. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Et d'ailleurs, ceux qui foutent la merde en Syrie, eux, ils prendront pas du ferme, ça va être en passant. Il y a une part, si tu veux, c'est vrai que la France n'a pas soutenu sans doute le bon camp en Syrie. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs,
notre monsieur qui est sapeur-pompier nous le dit. Oui. Puisque quand il n'y avait pas la guerre en Syrie, il n'y avait pas de Syriens. Il n'y avait pas de Syriens. Bah non, ils vivaient chez eux, ils étaient tranquilles. Exactement. C'est ça, bien sûr. Donc, parce que tout le monde rêve pas d'immigrer, de toute façon, on le sait. C'est les gens, ils immigrent, il y a quand même des raisons à un moment donné. C'est souvent des pays très déstabilisés, de toute façon. Moi, je pense français. Donc, quand bien même on aurait des fautes, je veux préserver la collectivité française et donc les mecs n'ont pas à foutre le pied ici. Aussi réel que soient nos fautes, aussi grave que soient nos fautes, moi je suis là pour protéger la collectivité française et donc le mec n'a pas à foutre les pieds chez moi. C'est mon principe. Et j'ai envie de dire, mais vous avez des portes chez vous? Pourquoi vous avez des portes chez vous? Pourquoi vous laissez pas les portes ouvertes? Question bête. Si vous voulez les frontières ouvertes, allez au bout de la logique. Pourquoi vous avez des portes fermées chez vous? Pourquoi vous laissez pas entrer même pas que des chances pour la France d'ailleurs, hein, mais voilà. Je veux dire, être contre le principe de la frontière, c'est aussi bête que d'être contre le principe de la porte. Mais est-ce que, alors là, tiens, juste avant la pause, je pose une question, justement. Est-ce que on n'est pas passé, j'ai envie de dire plutôt d'un logiciel, voilà. Est-ce qu'on n'est pas passé du logiciel de nation à partir du 19e siècle, évidemment, là profondément, c'est-à-dire que sous les rois de France, on est dans une nation peut-être, mais complètement différente. La notion d'aujourd'hui, voilà, c'est plus une notion, on va dire, post-révolutionnaire 19e siècle. Et est-ce que cette notion, cette nation, ce principe de nation, il n'arrive pas à bout, il est tellement essoufflé, qu'ils vont nous emmener vers justement la supranation, j'ai envie de dire, l'Union européenne, et que finalement les gens aussi adhèrent aussi à ça. Enfin, c'est pas non plus... C'est pas qu'il est à bout, c'est que le système souhaite le tuer. Le système souhaite le détruire, parce que, en fait, ce que j'évoque dans mon bouquin, c'est cette collision républicano-mondialiste. La République veut... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la République, c'est pas un gouvernement, c'est un pays. Et la République veut phagocyter totalement la France. Elle veut qu'il ne reste rien de la France, de l'âme de la France, parce qu'elle veut créer cet homme nouveau. C'est dans ses gènes, c'est dans son ADN. J'explique d'ailleurs dans mon bouquin, tu verras dans le prochain, tout ce qu'elle fait pour créer cet homme nouveau. Mais donc, pour faire ça, pour créer cet homme nouveau, la République s'est ralliée au mondialisme, qui elle aussi veut créer un homme nouveau. Tu vois. Et d'ailleurs, si tu grattes un peu, c'est en partie les mêmes sources idéologiques. Le même homme, ouais. Donc, le problème, c'est que la France réelle, le pays réel, je dis même pas le pays réel, je dis le pays français, a contre lui un ennemi intérieur qui est la République, et un ennemi extérieur qui est le mondialisme, qui tous deux, effectivement, veulent sa fin. Mais est-ce que tu as l'impression que la nation américaine allait dépasser? Est-ce que tu as l'impression que la nation chinoise allait dépasser? J'ai pas tout à fait l'impression. Non, pas de sentiment. Mais non, mais... Alors là, par contre, tu vois, justement... Mais ils veulent faire ce modèle-là. Alors, peut-être mon côté conspi, j'ai l'impression qu'il y a un acharnement plus contre la France que contre ces autres pays. C'est pas un côté... Tu sais, je vais te dire... Quand je dis conspi, tu comprends, Bien sûr. Je me pose plein de questions en me disant, mais effectivement, aux États-Unis, ça se pose pas, voilà, pour les Chinois, même les Thaïlandais, ça se pose pas. Si tu prends Jean Monnet était contre la nation, mais il n'a jamais été contre la nation anglaise ou la nation américaine. C'est-à-dire que ces gens-là sont contre la nation quand ça les arrange. Quand ça les arrange. Et très concrètement, la politique, c'est avancer ses pions, et on avance ses pions par tous les moyens. S'il faut valoriser le modèle national en Chine et aux États-Unis, on le valorise. S'il faut le détruire ici ou là, on le détruit. Voilà. Et la France, effectivement, elle est attaquée, parce que, bon, de toute façon, c'est de la France qui viendra le salut, hein. Je suis convaincu. Hein. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Mais moi, je suis intimement convaincu. Hein. Convaincu. Même en Inde, il paraît, ils pensent ça, alors, tu vois. Ah bah ça serait intéressant de savoir pourquoi. C'est vrai, les Indiens pensent ça. Bon, on va faire la pause. La deuxième, si la régie, elle est prête, voilà, magnifique. Et puis, on revient juste après. Voilà, uniquement les questions dans le chat questions. À vous, la régie.